C'est le grand entretien de ce Smart Impact, 26 minutes avec une personnalité qui compte dans notre économie. Et j'accueille Julien Pierre, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous avez déjà participé à l'émission, ancien international de rugby. Je ne peux pas faire toute la liste de vos titres, mais vous avez été champion de France avec Clermont, vainqueur du Grand Chelem avec l'équipe de France. Et donc aujourd'hui, vous présidez Fair Play for Planet, que vous avez créé il y a 5 ans. Déjà, on va remonter à l'origine. Pourquoi vous l'avez créé ? Voilà. Tout d'abord, j'ai toujours été sensibilisé à la protection de l'environnement et des espèces menacées notamment. Et puis, j'avais conscience que le sport a un véritable pouvoir sur la société. Comme disait Nelson Mandela, le sport a le pouvoir de changer le monde. Et je suis persuadé que le sport a ce pouvoir-là, ce rôle pédagogique du sport amateur et le devoir d'exemplarité du monde pro, qu'aujourd'hui, 50% des personnalités les plus influentes au monde sont des sportifs ou des anciens sportifs. C'est des chiffres qui sont réels, qui sont sortis. Et puis cet engagement, ma carrière de sportif, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin. Et fait un constat également que le sport était très engagé sur les sujets sociétaux, par nature, par essence même. Mais c'est vrai que sur les sujets de transition écologique, un peu moins facile pour eux à aborder aussi également, parce que c'est pas leur cœur de métier, tout simplement. Et qu'il existait plein d'outils pour mesurer, valoriser l'ensemble des actions qui sont menées au sein de ces structures sportives, mais qu'il n'existait pas d'outils universels qui permettent d'identifier, structurer, mesurer et valoriser l'ensemble des actions. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé... C'est un label, en fait, label, c'est ça. Voilà, on en vient au label Fair Play for Planet, qui fonctionne comment ? C'est-à-dire, vous prenez, ça peut être un événement, ça peut être un club, et vous allez quoi ? Calculer son impact, c'est ça ? Alors, nos cibles, c'est les clubs pro ou amateurs, les événements sportifs, les établissements sportifs, piscines, patinoires, hippodromes, et dernièrement, les fédés, ligues, fédérations. Donc, on a créé un référentiel avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Évidemment, chaque référentiel s'adapte par rapport à la cible. Oui, ça ne va pas être le même référentiel pour une fédération ou pour une patinoire. Exactement, évidemment. Mais il y a une base commune. Et on va, à travers des indicateurs, des thématiques, mesurer toutes les actions qu'ils ont mises en place sur le transport. Est-ce que vous avez sensibilisé le public à la mobilité douce, partagée ? Est-ce que vous avez supprimé la viande dans les restaurants ? Est-ce que vous avez mis des poubelles de tri ? Est-ce que vous avez fait votre bilan carbone ? Est-ce que la gouvernance est impactée aussi, est engagée dans ces sujets-là ? Parce qu'on sait souvent que ça part aussi de là-haut. Donc, un référentiel qui est une sorte d'autodiagnostic pour les structures qui répond à toutes les questions qu'ils ont mis en place. Un audit. Parce que pour nous, l'audit est important, la vérification. Savoir d'où on parle. Exactement, on est capable de mesurer. Et puis après, c'est une démarche de progrès pendant 2 ans, le temps de la labellisation, avec différentes pistes de progrès qu'on va amener, différentes solutions qu'on va apporter aussi à travers des webinaires, des catalogues de solutions, une veille normative, toute une communauté aussi qu'on essaye d'engager autour de ce mouvement. Puis, vous avez commencé avec qui ? On va parler des nouveautés, parce qu'il y a plein de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats, mais vous avez commencé avec qui ? Avec la section paloise. Section paloise, donc le rugby. Logiquement, quand même. J'ai fini de jouer au rugby à la section en 2018. 2018-2020, je suis resté à la section. Bon. Et j'avais commencé à mettre ça en place. Et quand je suis parti, j'ai dit... Et alors, c'est bien, parce qu'il y a moyen de faire un bilan. Qu'est-ce que le label Fair Play for Planet a permis d'améliorer à la dimension d'un club de rugby, en fait ? Alors déjà, ça a permis de structurer toute la démarche, de faire prendre conscience à l'ensemble des collaborateurs qu'en fait, il y avait une vraie démarche RSE au sein de la structure. Et je me souviens encore de la première réunion en disant j'ai envie de lancer ça à la section baloise. Et tout le monde m'a dit, mais Julien, on ne fait rien. Et puis en fait, quand j'ai fait le tour de toutes les structures, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petites actions qui étaient menées. Il a fallu les coordonner. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience du club dans cet engagement. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? Ils ont travaillé sur tout ce qui est alimentation, travaillé sur le terroir, sur la mise en valeur du Béarn aussi au sein du club. Je sais qu'ils travaillent beaucoup sur tout ce qui est mobilité avec la collectivité, pour tout ce qui est covoiturage,
Oui, navette gratuite le jour de match. Parce que dans le bilan d'un événement sportif, évidemment, c'est le transport des spectateurs. On y reviendra en détail. Je vais vous citer, à chaque fois qu'on fait le grand entretien, on prend une citation d'un de nos invités. Et ça m'a intéressé parce que vous faites un lien. En tant qu'ancien sportif de haut niveau, je sais à quel point les valeurs du sport, le respect, le dépassement, la solidarité, résonnent avec celles de l'écologie. Il y a le mot fair play dans dans le nom de ce label. Qu'est-ce que ça signifie pour vous au-delà du sport et pour la planète d'une certaine façon? Fair play, c'est marrant, c'est un mot anglais. On n'a pas de mot on est allé chercher un mot anglais, on n'a pas de mot français. Oui, on n'a pas de mot français. Ouais. Pourtant, en tant qu'ancien rugbyman... on est souvent plus fair play que les Anglais? Je sais pas. Je vais pas me souvenir. Ouais, bon, allez, on va pas répondre à ça. Mais ça veut dire quoi, le fair play appliqué à finalement l'engagement environnemental? Nous, on a une vision, c'est de faire du sport un levier majeur de la transition écologique, véritablement. Et j'ai une ambition peut-être encore plus lointaine, c'est de me dire qu'aujourd'hui, dans les valeurs universelles du sport, on parle d'inclusion, on parle de solidarité, on parle indirectement de santé, mais la protection de l'environnement, ce n'est pas écrit dans les valeurs. Pour l'instant, ça n'y est pas. Pour l'instant, ça n'y est pas. Alors que pour faire du sport, on a besoin d'un environnement sain, partout où qu'on soit, dans la montagne ou sur un terrain de rugby ou à la mer ou n'importe. Et je pense que les valeurs universelle du sport, on devrait écrire la préservation de l'environnement ou de la nature, je ne sais pas sous quelle forme, mais voilà. Et je pense que le sport a cette véritable force pour accélérer cette transition et cette prise de conscience. Et comme je disais au début, le sport, c'est des jeunes qu'on forme et qu'on apprend à l'école de rugby, de danse, de basket. On le garde toute la vie. C'est un devoir d'exemplarité. Parce que quand un sportif s'engage sur telle ou telle cause, ça résonne beaucoup plus fort qu'un politique, qu'une entreprise ou autre. Alors, j'ai été surpris d'ailleurs, vous disiez que finalement, dans les personnalités les plus influentes de la planète, il y a 50% de sportifs, c'est ça, donc au niveau mondial. Est-ce que vous avez parfois du mal à les convaincre, ou est-ce qu'au contraire, ils se disent, mais oui, bien sûr, il faut y aller, quoi? Parce que vous prenez, j'imagine, aussi votre bâton de pèlerin pour aller voir soit d'anciens collègues rugbymen, soit d'anciens sportifs de haut niveau, ou des sportifs en exercice, en disant « Hé, toi, tu as un levier, vas-y ». Oui, et en même temps, je reviens au point de départ, c'est qu'en fait, dans les valeurs universelles du sport, il n'y a pas la protection de l'environnement. Donc, spontanément, ils vont peut-être vous dire oui, ok, c'est bien gentil, Julien, mais c'est pas là-dessus que je vais y aller, quoi. Et aujourd'hui, c'est compliqué de... Les sportifs sont déjà engagés sur les causes sociales, sociétales, et j'en connais qui sont très, très engagés, que ce soit financièrement ou juste de leur temps et de leur image. Et c'est vrai que parfois, de dire, moi, je vais m'engager dans la protection de l'environnement ou la réduction de l'empreinte carbone ou quoi qu'est-ce, et en même temps, je prends l'avion toutes les semaines parce que c'est mon quotidien. Et ça a été mon quotidien quand je jouais à Clermont. C'est plus complexe. Ils se disent, je vais être incohérent, quoi. Je vais être incohérent. Et j'ai été le premier, moi j'ai créé une fondation pour la protection de l'environnement et des espèces menacées il y a plus de 10 ans. Mais pendant 8 ans, j'en ai pas parlé. Alors, pour différentes raisons, peut-être que je me sentais pas légitime, peut-être plein de choses, mais c'était quelque chose que j'avais envie de construire aussi. Donc, j'ai pas la réponse véritablement, et on voit qu'il y a des sportifs qui commencent à prendre la parole, les Nate Corson, Nikola Karabatic ou Djokovic, je sais, qui prend la parole sur ce sujet-là. Alors on va parler d'inclusion, parce que c'est la question. Alors chaque semaine, chaque jour d'ailleurs, l'invité du grand entretien pose une question à l'un des invités de la semaine précédente, et donc c'est Arnaud Brun, qui est le président du conseil de surveillance d'Adéquate, qui vous pose une question. On l'écoute. Bonjour Julien, moi je trouve que le sport pour nous est un très bon vecteur d'inclusion pour le recrutement, donc nous en servons beaucoup pour casser un peu les codes. Moi je serais ravi de comprendre et de voir comment le sport peut être un moyen d'inclusion et un moyen de transformation écologique. Alors ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que un peu spontanément le sport est un vecteur d'inclusion. Oui.
Ça, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Alors, je pense par exemple l'ascenseur social que ça peut représenter. Mais est-ce que c'est vrai pour les personnes qui sont en situation de handicap? Et on va parler un peu des JO. Est-ce qu'il y a eu un effet JO ou pas? Parce que j'ai trouvé ce chiffre en préparant l'émission. Une structure sportive sur 3 n'est pas adaptée pour les personnes en situation de handicap en France. Oui, il y a encore du travail. Ouais. Il y a encore du travail. Mmh. Et ces grands événements, on parlait de Paris 2024, Ouais. les JOP, Oui, Jeux Olympiques et Paralympiques. Ouais. je pense, sont aussi une prise de conscience. Mais ça a changé vraiment la donne? Les changements sont longs. Moi, à titre personnel, ça m'a changé. Moi, j'ai été voir des compétitions paralympiques. Je pense que je n'y aurais jamais été s'il n'y avait pas eu JO. Ouais. Je suis très honnête. Mais ça m'a changé et j'ai vu quelque chose de différent. Je prends un petit exemple qui est anodin. C'est ma petite fille de 5 ans qui a été une arrivée du Vendée Globe et qui me dit papa, super, on était voir une arrivée du Vendée Globe et c'était le Chinois qui a qu'un bras. Et je trouve que dans cette phrase, il y a tout. Parce que c'est une petite fille de 5 ans, d'accord, mais elle n'a pas fait la différence. Qui, quoi, qu'est-ce? C'est pas grave, non, mais il a fait le tour du monde sur un bateau. Et voilà, et je trouve que les enfants, pour ça, ont cette force-là. Oui. Nous, on va voir la différence. Elle va voir le navigateur, point final, oui. Et le bateau, et point final. Et je pense qu'on devrait aussi s'inspirer de la jeunesse, parfois, de cette innocence. Oui. Et je trouve que les JO, pour ça, ont fait cette prise de conscience. Il y a encore du boulot, évidemment, et il y a des problèmes, mais il y a aussi des choses qui avancent. Oui. On va parler des partenariats les plus récents que vous avez pu signer pour essayer de comprendre justement comment vous agissez et puis à quel point ça peut faire évoluer le bilan des événements sportifs, notamment un partenariat avec la marque Intersport. Alors ça consiste en quoi là? Alors on a signé un partenariat avec Intersport il y a peu de temps. On avait rencontré les équipes RSE dans un premier temps. C'est là la porte d'entrée. Il y a plus d'un an ou deux. Et on a commencé à discuter. Intersport est une marque engagée pour le sport. D'ailleurs, c'est dans leur signature. Et évidemment, Intersport est un acteur majeur du sport français. Et ils ont cette responsabilité d'inclusion et d'apporter des solutions nouvelles aux acteurs du monde du sport. Intersport souhaite justement proposer aux clubs, aux ligues, aux fédérations qui les accompagnent, des solutions novatrices. Et dans le cadre de ce partenariat, nous, on a eu la chance de former les 200 commerciaux Intersport au label Fair Play Planet. Alors l'objectif, c'est pas que ces commerciaux deviennent vos commerciaux, nos commerciaux, ouais. Mais qui puissent dire aux clients, aux clubs, aux fédérations qui les accompagnent, dire en fait, il y a une solution qui s'appelle Fair Play Planet, et grâce à cette solution, vous allez pouvoir structurer votre démarche de RSE, développement durable, éco-responsable, vous l'appellerez comme vous souhaitez. Vous allez pouvoir la valoriser auprès de vos différentes parties prenantes, qui va vous permettre demain d'aller chercher de nouvelles subventions, parce que les subventions publiques sont de plus en plus éco-conditionnalisées. Vous permettre d'aller chercher de nouveaux partenaires privés, parce que les partenaires aujourd'hui ont besoin d'indicateurs dans leur sponsoring sportif. Va vous permettre de fidéliser des bénévoles ou des éducateurs, parce que c'est un retour qu'on a eu aujourd'hui. En fait, les structures qui s'engagent avec nous, ça leur permet de fidéliser les bénévoles, parce que justement, il y a cet engagement qui est un peu plus que uniquement le sportif. Et puis, chercher de la visibilité, parce qu'aujourd'hui, on a différents partenariats, dont un partenariat aussi avec le groupe L'Équipe, où on a tous les ans le palmarès Fair Play Planet qui paraît dans l'équipe. Toutes les structures sportives ne paraissent pas dans l'équipe tous les ans. Donc, c'est aussi un moyen, voilà. Mais est-ce que vous diriez que, alors pas aujourd'hui, mais à terme, par exemple un club qui n'a pas fait cette démarche aurait plus de mal à trouver un sponsor? Parce que là, on parle d'Intersport, il y a voilà, le sponsoring, c'est quand même l'un des piliers économiques du sport aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que ce label, ça ouvre la possibilité de toucher peut-être plus de sponsors potentiels? Alors on a aussi signé un partenariat avec la MGN qui nous a intégrés dans sa stratégie climat. On est en discussion avec d'autres grands groupes. Il n'y aura pas que nous.
Mais clairement, tous les grands groupes nous le disent, demain, il y aura besoin d'indicateurs. Et en réalité, ils sont déjà là. Parce qu'aujourd'hui, quand un club, un événement sportif va voir un partenaire, le partenaire va demander tout de suite qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place en lien avec sa politique RSE. On parle d'inclusion, on parle de sport féminin, on parle... Est-ce que vous faites ça en place? Est-ce que vous le mettez en place? Et si vous le mettez en place, du coup, oui, on peut parler de partenariat, mais qui n'est pas uniquement axé sur le sportif, mais qui est axé aussi sur le rôle sociétal du sport. Ok, mais je repose la question, est-ce que c'est forcément ce que vont chercher les sponsors? Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont chercher le rayonnement de leur marque, quelle cible le club va toucher, etc. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément l'engagement environnemental du club qui va les faire venir. Évidemment, il y a d'autres indicateurs, évidemment. Mais de plus en plus de marques rattachent le pôle sponsoring au pôle RSE. Donc il y a aussi un lien. Et aujourd'hui, quand une marque dit à une feuille de route à 2030 sur la décarbonation, sur les engagements, sur son activité même, une feuille de route sur ses collaborateurs, comment les engager, sur le sponsoring, où il est le plus visible, c'est compliqué de dire on va mettre aucun indicateur et on va demander absolument juste un ROI économique ou de visibilité. Effectivement. Vous avez des fédérations ou des ligues de sport pro qui se sont engagés Pas encore, parce qu'on a sorti le référentiel il y a peu de temps là, sur les ligues, les fédérations, mais ça devrait tarder. C'est quasiment... on est quasiment au moment de l'annonce, qui est une vraie question. Vous l'avez évoqué tout à l'heure sur les déplacements, parce que on va là s'intéresser aux grands événements sportifs et à leur impact. On a ce chiffre qui nous dit que les transports correspondent à environ 80%, c'est énorme, du bilan carbone d'une manifestation sportive. Intuitivement, on se doutait que c'était les transports qui pesaient le plus, mais c'est 80% du bilan carbone d'une manifestation sportive. Est-ce que ça met en cause l'existence même de ces événements? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on va faire plein d'efforts sur l'alimentation, sur les emballages, sur les plastiques à usage unique, etc. Mais il n'empêche qu'on va faire venir des spectateurs du monde entier, quoi. Oui, et c'est une vraie question. Et là, vous prenez l'exemple d'un événement international. On était en discussion hier avec un club de basket. Il me dit, mais en fait, nous, dans notre ville, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de problème de parking. Demander à des spectateurs de venir en covoiturage ou en vélo quand il pleut, en réalité, ça ne se fera pas. Enfin, ou ça sera très très long de changer ses habitudes. Donc, oui, c'est une problématique. On parle de 80%, mais c'est entre 70 et 90, même parfois un peu plus, l'impact en fonction des événements, quoi. En fonction des événements. Donc, il y a un vrai impact. Comment on réduit, on arrive à réduire au maximum cet impact? Il y a des solutions qui sont d'être réfléchies au niveau mondial. Déjà, peut-être la première solution, c'est d'arrêter de les multiplier. Les événements en question? Ces événements, peut-être. Là, on va parler foot. Si vous me cherchez, on va y aller. Parce que la Coupe du Monde des clubs qui a été organisée par la Fédération on peut parler de rugby aussi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de souci. Mais on va parler de rugby aussi si vous voulez. Mais c'est vrai que... Ou alors la prochaine Coupe du Monde de football qui va se dérouler dans 3 pays en même temps. Enfin, on est quand même dans l'antithèse, quoi. On est dans l'aberration écologique. On est dans l'aberration, et dans l'aberration écologique, dans l'aberration pour la santé des joueurs. Parce que quand je vois des joueurs qui font des matchs de foot, qui font 60-80 matchs par an, on met en danger la santé des joueurs. C'est vrai aussi en rugby. Et c'est en vrai aussi au rugby, et dans tous les sports en réalité. Donc à toujours vouloir faire plus, est-ce qu'on y gagne vraiment? Est-ce que un France-Brésil ou un France-Nouvelle-Zélande, c'est pas du charme, parce que justement on le voit tous les 4 ans, on le voit pas tous les 6 mois. C'est ça aussi la magie du sport. Les JO, si on le voit tous les 6 mois, Paris 2024, c'était beau parce que peut-être que ça faisait 100 ans qu'on ne l'avait pas vu. Oui, aussi. Mais donc, c'est une question presque existentielle. Moi, je suis passionné de sport et des grands événements sportifs. Moi aussi. Et donc, j'ai envie de les voir, j'ai envie de continuer de regarder les Coupes du Monde de rugby ou des beaux France All Black ou France Afrique du Sud. Mais en fait, j'ai l'impression que ce que vous portez, il y a un niveau... international où finalement l'argument pèse pas.
Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Alors là, peut-être par exemple la Fédération internationale de rugby, je ne sais pas si vous avez essayé de les convaincre et si oui, comment vous avez été reçu? Alors, la fédération, le World Rugby a diminué, je sais, par exemple, le nombre de matchs du tournoi de rugby à 7. Il avait enlevé une date, avait optimisé aussi les déplacements. Oui, on peut parler des circuits, effectivement. Des circuits qui sont de plus en plus optimisés. Oui. Mais oui, on est dans la contradiction permanente. Hein. Je sais que World Rugby réfléchit pour les prochaines Coupes du Monde à... ce sera peut-être pas le bon terme, mais à régionaliser l'accès au stade et à limiter. Mais la beauté de ces grands événements, c'est aussi de se rencontrer. Hein. Voilà, on est des êtres humains et on a besoin de se rencontrer, d'échanger. Donc, on est. J'ai le même problématique en interne. Voilà, mais moi, j'ai pas résolu ma contradiction parce qu'encore une fois, j'ai envie de les regarder ces événements. Vous étiez au Congrès mondial de la nature il y a peu de temps avec quoi? Avec un projet de livre blanc, c'est ça? Alors, j'étais au Congrès mondial de la nature. Moi, j'ai créé une fondation pour la protection de l'environnement, notamment, et on a présenté un livre blanc avec l'AFD en partenaire et l'UICN, qui est l'Union internationale de la conservation de la nature, et justement sur l'utilisation du sport dans la protection de la biodiversité et de la nature, comment les ONG de conservation peuvent utiliser le sport comme moyen de sensibilisation de protection de la nature, et comment le sport peut justement intégrer ces notions de protection de la nature, et vous me voyez venir, le prochain step, quoi. Ouais. C'est justement que demain, on puisse intégrer cette protection de la nature dans les valeurs universelles du sport. Et je pense que c'est un combat qu'il faut mener. Il y a des ONG qui s'en emparent d'ores et déjà? On va le faire. On va s'en emparer. Donc ça, c'est un cap supplémentaire. Votre entreprise, elle est agréée ESUS, donc économie solidaire, l'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi avoir fait le choix d'une entreprise de l'ESS agréée ESUS? On a regardé différents modèles. Est-ce qu'on partait sur une ONG? Est-ce qu'on partait sur une entreprise à mission? Et le modèle qui nous plaisait le plus, qui avait pour nous le plus d'impact, c'était l'entreprise de l'ESS agréée ESUS, qui demande quand même quelques contraintes sur les salaires, sur les engagements de l'entreprise, sur les capitaux, etc. Et on avait vraiment envie d'aller dans cette voie-là. C'était un choix collectif. Voilà. Et ça vous ouvre des portes? Ou c'est simplement en interne, c'est dans une forme de cohérence avec votre engagement? C'est une forme de cohérence avec notre engagement. On n'a pas cherché, ça nous ouvrait des portes aujourd'hui. C'est vrai qu'on est focalisé sur le développement même de Fair Play. Mais non, c'est en cohérence avec nos engagements et peut-être avec l'entreprise de demain, quoi. Je voudrais qu'on revienne on a parlé des grands événements sportifs, on a parlé des clubs, on a parlé de fédérations ou des ligues. Et puis alors, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait la question des équipements et de la consommation énergétique des équipements. Avec ce chiffre sur la consommation électrique des enceintes sportives, 40% de cette consommation électrique, gymnase, dojo, piscine, patinoire, etc., elle est gaspillée en déperdition de chaleur. Est-ce que déjà la prise de conscience existe? Vous expliquiez tout à l'heure que ça commençait par là, souvent, le label Fair Play for Planet. La prise de conscience existe, elle a été pointée du doigt lors de la crise énergétique, avec le plan de sobriété, justement, qui a été déployé par le ministère des Sports. Donc il y a une vraie prise de conscience. Et en effet, 40% d'énergie produite est perdue. Alors qu'on pourrait la récupérer, la réutiliser, la réintégrer à des réseaux de chaleur, etc. Exactement. Et en même temps, il y a une étude qui a été faite sur un bâtiment neuf. Alors, je crois que c'était en Allemagne. Neuf, donc tout bien équipé. J'ai pas tous les détails, mais et en réalité, à la fin, les personnes qui utilisaient cet équipement faisaient beaucoup moins attention à la clim, au chauffage, à l'eau. Ça arrive aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a rénovation et en même temps sensibilisation. Pour moi, c'est important parce qu'on est tous pareils. Quand on sort d'un match de foot ou d'un gymnase et qu'il fait un peu froid et que l'eau coule, on l'a tous vécu, il y a un tout petit peu d'eau, on va vite, on se dépêche, on ferme vite les portes, on éteint la lumière. Dès qu'il y a un peu plus de confort... On en profite. La douche dure beaucoup plus longtemps. Et on ne fait pas attention si la fenêtre est ouverte, s'il y a le chauffage à fond.
Donc, il y a un double enjeu de sensibilisation, d'éducation, et je pense que c'est la répétition. Et en même temps, en effet, il y a besoin aussi de rénover, de meilleurs équipements demain. Merci beaucoup, Julien Pierre, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.